22h à Washington, 19h en temps universel coordonné, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur nos antennes. Washington, où un temps clément se dégage ici sur nos antennes. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Washington Débat, 69e édition, en direct de Washington sur Radio Guinée USA, votre première radio numérique praticable à www.rgusa.net. Thème principal de cette émission, mesdames et messieurs, le tribunal spécial pour la Sierra Leone a reconnu jeudi dernier Charles Taylor, ancien président libérien, coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Quelles conséquences ce jugement de l'ancien chef de guerre libérien aura-t-il sur l'Afrique et ses dirigeants? Alors, la dot, en deuxième position, nous aurons à parler cette fois-ci d'un fait social. La dot a-t-elle une importance dans les sociétés africaines actuelles, mesdames et messieurs? Alors, le standard est ouvert pour participer à l'émission 209 647 16 00 et le code qui suit directement, c'est le 67 21 37. Vous pratiquez également Radio Guinée sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter. Les réseaux sociaux de communication, mesdames et messieurs. Washington Débat donc rentre en sa 69e édition. Nous aurons en ligne de râler M. Diona. M. Diona est un homme qui n'est plus à présenter car il participe à Washington Débat tous les week-ends. Et en direct de Goma, Mme Chantal Faïda, économiste, analyste Radio Guinée USA, mesdames et messieurs. En ligne de Lubumbashi, nous sommes toujours au Congo où nous sommes très écoutés. Nous aurons en ligne mademoiselle Rosine Zagabé qui a proposé ce deuxième thème sur la dot dans les pays africains. Et un peu plus au nord, au centre du pays, nous aurons en ligne de Béni, M. Koudra Maliro qui est journaliste à Béni là-bas, où il travaille pour cette radio appelée Béni Soleil, Radio Béni Soleil. Alors nous aurons ici en ligne de Washington, évidemment, les politologues et hommes acteurs des droits de l'homme, défenseurs des droits de l'homme, acteurs de la société civile. En ligne de New York, comme tous les jours, mesdames et messieurs, d'autres panélistes feront le plan. Alors, Washington Débat, 69e édition, en direct de Washington, mesdames et messieurs, une fois n'est pas coutume, avant d'ouvrir cette émission, permettez-nous de vous dire que l'événement majeur en Guinée, c'est le séisme politique au niveau de la NGR, Nouvelle Génération pour la République, où Dr Faya Lansana Minimono, qui était jusque-là membre de cette formation politique, a jeté l'éponge, a donc démissionné hier vendredi 27 avril. Alors Dr Faya reproche entre autres à Abessila ses négociations avec la CENI et ses allées proches du pouvoir en Guinée. Alors, quel sera donc l'avenir de Dr Faya Minimono après avoir démissionné de la NGR? Cela fera l'objet dans nos prochaines éditions de débat. Mesdames et messieurs, l'événement majeur ici à Washington aussi, c'est la fondation Medical Center pour l'Afrique, une fondation dirigée par notre sœur Hélène Dumbar. Cette fondation a une soirée gala cet après-midi à l'ambassade du Nigeria, ici à Washington, pour mobiliser des fonds pour que les médecins aillent sur le terrain en Afrique pour aider les enfants libériens, guinéens, africains. Alors, entre autres événements aujourd'hui aussi, mesdames et messieurs, les Guinéens de la région ici se mobilisent ce soir chez le président de l'Arequipa pour fêter en apothéose l'arrivée de son nouveau bébé qui est bientôt annoncé. Alors, tout cela sera couvert par nos journalistes déployés sur le terrain. Alors, Washington Débat donc, 69e édition. Le président Charles Taylor, comme je vous le disais tantôt, ancien président libérien, a été donc inculpé et reconnu coupable de crimes. C'était donc à La Haye, aux Pays-Bas, où le tribunal spécial pour la Sierra Leone siège pour des raisons de sécurité, car il n'était pas facile pour ce tribunal de siéger. Alors, mesdames et messieurs, nous aurons donc dans cette émission les tenants et les aboutissants. Mais avant tout, nous allons essayer de faire un clin d'œil à nos amis, nos confrères mobilisés ici pour la cause de Radio Guinée USA.
Alors, un bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de Raleigh. Raleigh, c'est la capitale économique et politique de la Caroline du Nord. Mesdames et messieurs, nous allons aussi essayer de faire un coucou à tous ceux qui nous écoutent du côté de Beni là-bas en RDC, et un coucou également à tous ceux qui nous écoutent au Canada, et notre premier auditeur au Canada s'appelle Fodeba Djoubaté et sa famille Fodeba Djoubaté, alors chef de la rubrique culture ici à Radio Guinée, chef de programme des services de programme de Radio Guinée, alors côté culture. Alors mesdames et messieurs, nous allons donc continuer avant de vous faire un petit rappel. Permettez-nous de vous faire donc un petit rappel de Charles Taylor. Charles Taylor a été président du Libéria au lendemain de son coup d'État, de sa rébellion qui a duré des années, et la guerre civile qui en a suivi, bilan total 14 000 morts selon les Nations Unies. Alors Charles Taylor a été reconnu coupable le jeudi dernier, et donc sous le box des accusés, il sera situé sur la peine à lui réservée le mois prochain. Et alors, le tribunal, donc, Charles Taylor a été président, comme je vous le disais, et en tant que président, il a servi le Libéria de 1997 jusqu'en 2003, date de son départ du pouvoir ou de sa résignation, comme on le dit ici en anglais. Il a donc quitté le pouvoir. Alors, Charles Taylor est né à Artington, Mount Serrado County, c'est toujours le Libéria. Charles Taylor est donc gradué de l'école qu'on appelle Bentley College ici aux États-Unis, avant de retourner au Libéria où il a travaillé dans le gouvernement de feu Samuel Doe, qui était donc le chef de l'État dans le temps, le sergent Samuel Doe. Après donc avoir quitté ce pouvoir, il retourne aux États-Unis et il arrive aux États-Unis où il a été arrêté et jeté en prison pour blanchiment de l'argent. Et Charles Taylor donc est reparti au Libéria où il a dirigé une rébellion contre contre Samuel Kayando qui était chef de l'État dans le temps. Et alors sa rébellion fera donc maquis dans les counties de Buchanan avant de gagner Gbagna où il avait élu domicile pour attaquer le pouvoir de Monrovia. Alors Charles Taylor gagnera la bataille plus tard, après avoir suivi de bout en bout la rébellion dans les maquis, et après avoir été donc épaulé par son frangin, le prince John C, qui a été donc l'auteur du massacre de Samuel Doe. Prince John C qui a été donc aujourd'hui est sénateur au Libéria, après avoir retrouvé refuge au pays de Jonathan Goodluck. Nous sommes au Nigeria. Alors, Prince Johnson est sénateur aujourd'hui. Lui, il ne fait pas l'objet d'arrestation. Lui qui a tué Samuel Doe. Ainsi va l'Afrique de nos jours. Mais, mesdames et messieurs, nous allons donc essayer de prendre un auditeur, un panéliste qui est en ligne. C'est plutôt... on nous signale du côté de la technique que c'est plutôt un auditeur qui garde le silence. Alors, Charles Taylor, nous continuons donc... Charles Taylor a donc dirigé, comme on le disait tantôt, le Libéria de 1997 en 2003, date de sa démission. Et après avoir démissionné, Charles Taylor a été donc, après quelques temps, transféré, a trouvé refuge au Nigeria où il sera arrêté par les services de sécurité, et un mandat international a été donc décerné. Charles Taylor a été transféré à La Haye où il siège, où il vit aux côtés des autres chefs d'État africains. Laurent Gbagbo, récemment transféré là-bas par le président Alassane Dramane Ouattara, et le vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. Charles Taylor a dirigé la guerre civile au Libéria, comme je vous le disais tantôt, qui a fait plus de 14 000 morts. Le bilan officiel ne sera pas connu, mais c'est sur nous le tenons des Nations Unies. Charles Taylor a donc aujourd'hui toutes les chefs d'accusation contre lui. Il est accusé de crimes contre l'humanité et il est accusé aussi de crimes de guerre. Charles Taylor, je vous le rappelle, a parrainé la rébellion
au Sierra Leone, au pays voisin de Libéria. Ce pays aussi a connu des troubles politiques, sociopolitiques qui ont fait assez de victimes et des amputés. Vous vous rappelez également du chef de guerre là-bas, de Fodé Sankon, qui est décédé en détention, les Samou Mbokari et autres, les Valentin Strasser et Julius Madabio ont été chefs d'État dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, riche en diamants et en or, mais quand vous faites un tour en Sierra Leone, les populations vivent dans la misère totale. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce grand homme qui a été aujourd'hui arrêté et qui fait objet de jugement au tribunal spécial pour la Sierra Leone, qui, pour des raisons de sécurité, a été donc transféré à La Haye pour donc juger Monsieur Charles Taylor. Ce tribunal n'a rien à voir avec le tribunal pénal international qui siège toujours à La Haye et qui poursuit des chefs d'État, des chefs de guerre à travers le monde. Mesdames et messieurs, vous aurez donc entre autres thème dans cette émission, la dot dans les pays africains. Comme je vous le disais tantôt, la dot, c'est cette cérémonie qui se traduit dans les communautés à travers l'Afrique, qui permet à l'homme ou à la femme d'être doté d'une femme ou d'être doté d'un mari. Alors l'homme qui débourse, qui paye la dot, a désormais les mains libres d'avoir la femme qu'il veut au sein de la communauté. Et cette dot, vous savez, varie d'un pays à un autre. Nous le saurons tout à l'heure avec nos invités panélistes. Alors, mesdames et messieurs, je vous le rappelle encore, l'événement majeur dans la communauté guinéenne à travers le monde, c'est la démission hier, vendredi 27 avril, de Dr Lansana Faya Minimono. Dr Faya Minimono a jeté l'éponge au sein du parti appelé Nouvelle Génération pour la République de Abessila. Ce parti donc est un parti qui évolue sur le terrain en Guinée. Dr Faya a eu du mal à partager l'idéologie de ce parti avec son président. Alors, est-ce que Dr Faya va-t-il créer un nouveau parti politique ou tout simplement va-t-il faire alliance avec d'autres partis sur le terrain? Alors, toutes ces questions seront répondues avec nos invités et panélistes que nous aurons tout à l'heure en ligne de Raleigh et de New York et tant d'autres ici sur le continent américain. Mesdames et messieurs, alors l'événement culturel qui arrive à Washington ici, c'est aussi le dîner gala que prépare la fondation NIMBA pour la paix et la culture. Ce grand dîner gala aura lieu ici à Washington, D.C., métropolitaine, dans la ville de Silver Spring. Mesdames et messieurs, nous venons de recevoir donc un communiqué au programme de cette grande soirée africaine. Alors, projection de la vidéo issue du concert de la Renaissance du Nimba Jazz Dance de Corée, organisé avec FAST le 31 décembre 2011. C'était l'année passée. Lancement officiel de la fondation Nimba pour la paix et la culture. Et bien entendu, il y aura un grand dîner au cours duquel des Africains, grands professeurs d'université, journalistes, écrivains, essayistes, politologues et politiciens se frotteront la main et échangeront les cartes de visite pour que l'Afrique gagne. Et il y aura également une grande prestation des artistes africains invités. Au programme, la prestation de Emma Legrand. Emma Legrand, il est artiste congolais qui vit dans l'État du Texas, plus précisément dans la ville de Houston, au Texas, là-bas, dans le sud-est des États-Unis. Alors, aux côtés de monsieur Emma Legrand, il y aura également mademoiselle Finkia Moulongo. Finkia Moulongo qui est de Lubumbashi, là-bas, toujours au Congo. Finkia vit dans la région métropolitaine ici, dans l'État de Virginie. Et aux côtés de ces artistes congolais, également, un artiste gabonais, Gaël Amour, qui vit ici dans le Maryland, sera aussi de la soirée. Gaël chante souvent l'amour et le jouk. Gaël, pour ceux qui le savent ou qui ne savent pas, Gaël est manager du Crystal Night Club 6 à 1401 Université Boulevard, c'est dans le Maryland.
Maryland où il est 15h19 en heure locale et 19h plutôt 19 en temps universel coordonné et en Guinée. Et aux côtés de Gaël, il y aura également la troupe artistique de Marie la Tigresse de New York. Marie la Tigresse est cette dame qui est venue des confins de Macenta et qui, avec sa troupe, égaye les publics new-yorkais. Elle sera également de la partie. Alors, entre autres artistes invités, les artistes sont très nombreux. Il y aura M. Eli Kamano qui vit actuellement à New York et qui est un grand artiste. Alors, Eli Kamano fera le déplacement de Washington pour donc essayer de participer à ce grand dîner gala organisé du main de fer par la fondation Nimba et pour la culture et la paix. Alors, au programme, inauguration aussi officielle de la radio Guinée USA, votre première radio numérique praticable également à www.rgusa.net. Et au programme de cette soirée également, il y aura la célébration des 20 ans de carrière de votre animateur du jour. Mesdames et messieurs, nous allons donc essayer de prendre une pause en attendant de retrouver nos amis invités qui sont en train de se préparer pour être dans cette émission. Alors, un clin d'œil à nos amis de TMAC. TMAC, c'est cette filiale de promotion pour la vente des matériaux de construction sur l'Internet. TMAC, c'est donc un partenaire sûr à Radio Guinée, USA, et TMAC a ses antennes un peu partout déployées sur le terrain en Guinée. Alors, autant pour nous, mesdames et messieurs, pour votre bonheur et pour l'ensemble de nos auditeurs, une pause pour nos amis de TMAC. Imaginez un monde sans barrières, imaginez un monde sans obstacles, imaginez un monde où vous pouvez activement participer à la vie de ceux que vous avez laissés en Guinée comme si vous y étiez. Moi, je vis aux États-Unis et j'achète les denrées alimentaires à ma famille tous les mois sur tmarkguinée.com. On y trouve tout, le riz, l'huile, la farine, le sucre, la tomate, le lait, les jus, l'eau minérale et bien d'autres produits. Franchement, cette affaire Tmark, c'est mon affaire. Moi, je vis au Canada et je recharge le téléphone de mes parents chaque semaine avec tmarkguinée.com. Vraiment, je vous dis merci, Tmark. Moi, je suis en France et j'ai finalement réussi à avoir un terrain avec Tmark. Maintenant, Tmark m'aide à construire la maison de mes rêves. Ça représente beaucoup pour moi. Je vis entre les avions, mais je peux contrôler directement l'évolution de mes chantiers en Guinée avec Tmark. J'achète tout ce qui rentre dans ma maison sur tmarkguinée.com. On y trouve tout, ciment, bloc, granit, sable, gravier, fer, bois et tout. Ça me facilite la vie, mais vous n'avez pas idée. Faciliter votre vie. Visitez tmarkguinée.com. Tmark, ça s'écrit donc www.tmarkguinee.com. www.tmarkguinée.com. C'est une société qui pousse les limites du possible. C'est un network de possibilités. C'est un réseau de facilité. C'est Tmark. Tmark, le marché au bout de vos doigts.
cette pause promotionnelle à l'égard de nos amis de Teamwork. Mesdames et messieurs, Washington débat se poursuit donc en ce samedi 28 avril 2012. Washington où le temps est clément. Alors nous allons prendre direction Washington DC justement, où nous allons prendre un grand panéliste, Monsieur Jules Fangamou. Monsieur Jules Fangamou, vous êtes panéliste à Radio Guinée USA. Alors, au moment où nous vous parlons, le thème qui fait la une sur les antennes de Radio Guinée, c'est bien évidemment le tribunal spécial pour la Sierra Leone qui a reconnu jeudi dernier Charles Taylor, ancien président libérian, coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Vous vous rappelez que Charles Taylor a dirigé le Libéria de 1997 à 2003, date de son départ du pouvoir. Alors Charles Taylor, il disait que si c'est moi qui fais le problème, je préfère m'en aller, croyant échapper au grappin de la justice pénale pour le Libéria. Alors quand il a démissionné, il s'est retrouvé au Nigeria en résidence surveillée, où il sera arrêté et transféré à La Haye. Aujourd'hui, Charles Taylor est reconnu coupable de toutes ces accusations que vous venez d'entendre, mais il rejette en bloc les mêmes accusations, disant que lui ne reconnaît pas, il n'est pas coupable, il n'a pas parrainé la guerre en Sierra Leone. Mais quand la chèvre est présente, on n'aime pas bêler à sa place. Jules Fangamou, que pensez-vous donc de ce jugement de M. Charles Taylor? Bonsoir, M. Georges, bonsoir à tout le monde. M. Taylor, c'était un président, un chef-rebelle d'abord au début. Et donc, je l'accuse, je ne sais pas, parce que réellement, être président en Afrique aujourd'hui, avant, c'était la guerre, c'était un coup d'État, souvent, qui envoyait les gens au pouvoir. Donc aujourd'hui, les Africains, je remercie beaucoup, les Africains ont eu à comprendre la démocratie, c'est très bon pour un continent africain. Et certains présidents se battent pour respecter cette démocratie aujourd'hui en Afrique. Donc, M. Taylor, c'était un homme, c'était un chef rebelle et il est victime de tout ce qui s'est passé au Libéria. On a vu combien d'années, 14 ans de combat au Libéria, je pense, et si je ne me trompe pas, et vous le savez, oui. Donc, pour moi, je le condamne. En tant qu'un fils du continent africain, il ne faut pas aller mettre la guerre, le feu dans un pays, alors qu'il était habitué, il vivait dans un pays démocratique comme les États-Unis d'Amérique lorsqu'il était au Boston. Pourquoi te formaliser, aller tirer sur tes propres parents, tes propres frères, les terroriser? Il faut avoir le temps de dialoguer avec un président qui tu ne veux pas. Comme aujourd'hui, je prends l'exemple sur moi, je suis avec mon opposant aujourd'hui et par exemple, ça ne va pas en Guinée, je peux être opposant aujourd'hui et je vais aller me battre pour la démocratie de mon pays. Donc j'aimerais aller dialoguer d'abord pour qu'on puisse se comprendre et qu'est-ce qu'il faut faire. Comme je donne l'exemple toujours en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara que j'apprécie aujourd'hui, malgré qu'on dit qu'il est venu, il a versé le sang pour être au pouvoir. Non, parce que Ouattara a eu à discuter avec le président Gbagbo et le président Gbagbo n'a pas compris cette situation. C'est pour cela aujourd'hui, il est à la place qu'il faut, comme Taylor. Donc vraiment, je conseille les présidents africains ou le fils des Africains qui vivent en France, aux États-Unis ou partout dans le monde, de ne pas aller ou bien de ne pas être corrompu par les Blancs pour aller tuer tes propres parents. Donc je le condamne et je apprécie comment l'organisation internationale qui met cette pénalité contre les présidents qui... Alors? Oui. Vous voulez dire que, si je vous comprends bien, M. Fangamou, vous avez
un exposé très brillant. Et si je vous comprends bien, je voulais juste vous saisir. Donc vous appréciez déjà le processus en cours, le jugement en cours contre M. Charles Taylor. Et est-ce que pensez-vous que cela va servir de leçon pour d'autres chefs d'État africains? Oui, je pense, parce que si nous voyons dans le monde, ce sont les présidents africains seulement qui sont dirigés à la CE, comment, oui. Vous avez vu, oui, à la Cour pénale, internationale pénale, parce que vous avez vu aujourd'hui Gbagbo, Taylor, il y a d'autres, il y a le chef rebelle congolais, le militaire qui a été conduit, c'est pas l'année passée, si vous vous rappelez. Donc, on a vu, comme le monde arabe, je n'ai jamais vu un président du monde arabe qui a été conduit à la Cour pénale. Donc, parce que nous, les Africains, réellement, il faut qu'on se dise la vérité, M. Georges. Il faut pas, parce que les gens qui nous manipulent, ce sont eux qui nous envoient aujourd'hui là-bas. Donc, il faut qu'on arrête, on arrête de faire des tueries inutiles. Si réellement tu aimes ton fils, il faut lui conseiller, il ne faut pas lui frapper. Donc, c'est pour cela, et j'apprécie beaucoup, vous condamnez les malfaiteurs et les gens qui sont affamés du pouvoir pour aller pagailler en Afrique. Donc, vraiment, c'était ça que j'avais à vous dire, et je ne vais pas trop en parler de ça. Aujourd'hui, le Libéria, le fils les jeunes Libériens sont devenus aujourd'hui des jeunes qui sont drogués, il y a d'autres qui ne se retrouvent pas aujourd'hui, malgré que la dame est en train de travailler un peu, de faire tout pour mettre la paix au Libéria, mais il y a d'autres qui ça a beaucoup affecté les Libériens dans leur vie. Et les Libériens vont jamais oublier ça jusqu'à leur mort. Même les enfants qui seront nés demain, ils vont se rappeler de ça. Ça sera l'histoire, comme l'histoire de la Guinée, et comme on le dit, Ahmed Sékou Touré, il a marqué les Guinéens, il a marqué parce qu'il a tué beaucoup d'intellos guinéens. Aujourd'hui, ça aide à notre mémoire. À ce moment, nous n'étions pas nés ou bien grandis, mais on se rappelle, ça aide dans l'histoire. C'est ça. Les faits Merci beaucoup. Difficile à être balayé du revers de la main. Voilà, mesdames et messieurs, Washington débat se poursuit. Vous suiviez monsieur Jules Fangamon. Monsieur Jules Fangamon est panéliste à Radio Guinée USA tous les week-ends. Et il est également président de la sous-commission d'organisation du Grand Guinée Gala qui aura lieu à Washington au cours du mois prochain. Cela fera l'objet d'une émission spéciale. Alors, M. Jules Fangamon, pour votre bonheur, je m'en vais brièvement vous lire la biographie de M. Charles Taylor. Alors, Charles Shankey Taylor est né au Libéria d'un père américain et d'une mère américano-libérienne. Dans un pays où les descendants d'esclaves affranchis ne représentent que 5% de la population totale, mais ont toujours trusté le pouvoir depuis l'indépendance. Il quitta le Libéria pour l'université de Bentley dans le Massachusetts, dont il fut diplômé en 1977. Malgré son appartenance à l'élite des descendants d'esclaves, il rentre dans un cercle d'expatriés libériens qui dénoncent le régime du président William Tolbert. Suite au coup d'État brutal violent de Samuel Doe qui conduisit à l'exécution de Tolbert, Taylor devient un proche conseiller du nouveau président et se vit confier les services généraux du gouvernement. En compensation du travail considérable qu'il fournit à ce poste, il détourna $900 000 en 3 ans et dut fuir vers les États-Unis et Boston, où il fut arrêté sur la base d'un mandat d'arrêt émis par le Libéria. Il fit la connaissance de geôliers indulgents qui fermèrent les yeux sur son évasion moyennant un dédommagement symbolique de $30 000. Il rentra alors en Afrique où la Côte d'Ivoire lui servit de base pour ses voyages incessants afin de consolider l'opposition à Doe. Il s'impliqua dans le National Patriotic Front au Libéria, NPFL, dont il devint le leader à la fin des années 80. Le jour de Noël en 1989, les forces du NPFL lancent une attaque sur le comté de Nimba, dans le nord du pays. Après quelques mois de combat, les forces de Taylor ont pris
la plupart du pays et d'eau est encerclée dans Monrovia, la capitale. Prince Yormi Johnson, leader d'un groupe rebelle concurrent, se charge d'exécuter la sentence et réserve à Do le sort que celui-ci octroya à Tolbert. Amos Sawyer, un professeur modéré, est placé à la tête de l'État en septembre 1990. Cependant, Taylor se proclame président en octobre de la même année et la guerre civile atteint des sommets de violence dans les 7 années qui suivent. S'opposent alors des factions du NPFL, le NPFL et d'autres groupes armés. Le NPFL et ECOMOG, une force d'interposition envoyée au nom de l'UEMOA jusqu'à la victoire des troupes de Taylor, autrement dit la CEDEAO. Des élections sont alors tenues en juillet 1997 qui conduisent à une victoire écrasante de Taylor et de son National Patriotic Party, NPP, avec 75% des votes, dans une élection considérée comme valable par les observateurs internationaux. La mise sous éteignoir des médias, l'élimination d'opposants, la corruption et le soutien au ROUF. Alors, mouvement sierra-léonais, rebelles et ultra-violents sont autant d'indices autant pour nous, quant à la politique adoptée par l'ex-chef de guerre Taylor. Alors, mesdames et messieurs, vous venez de suivre brièvement cette biographie de M. Charles Taylor. Alors, nous allons encore reprendre notre panéliste, M. Jules Fangamou. Après avoir écouté cette biographie de M. Taylor, vous avez dit, il était en prison ici, vous avez compris, après avoir détourné $900 000 au Libéria. Et pour partir de la prison, des prisonniers ont été complices, $30 000 offerts à tous les prisonniers qui l'ont aidé à partir pour l'Afrique. Alors, qu'est-ce que cela vous donne comme idée, vous qui avez des velléités politiques dans l'avenir? Qu'est-ce que cette biographie de M. Charles Taylor vous donne comme impression? Oh, merci beaucoup, M. Georges. Moi, ce qu'ils avaient à vous dire, vraiment, aujourd'hui, ce qui nous trompe aujourd'hui, je vais vous dire, il faut qu'un homme conscient supporte M. Taylor en tant qu'un président qui... c'est pas un président, c'est un chef rebelle, je le dis souvent. Il a été chef rebelle, il a détourné beaucoup d'argent. Donc, il était venu il défendait son intérêt. Et j'ai toujours dit, les présidents africains qui viennent aujourd'hui, avant, ils venaient remplir les postes et s'en allaient. Et ils préféraient tuer un bon président qui était là-bas, alors que Samuel Doe, j'ai entendu son nom lorsque j'étais petit, on est frontalier, je suis de Lola. Donc, le Libéria, c'était un coin capital des jeunes colons. On me parlait trop de Libéria, on disait que le Libéria, c'était un bon coin, la vie était bien, donc... Taylor est venu, il a saccagé le Libéria. Le Libéria n'arrive pas à se retrouver. Pourquoi? Parce qu'il a détourné l'économie libérienne et la ville des Libériens et jusqu'à présent ça ne va pas. Donc moi, en tant que jeune, je ne supporte pas un président qui détourne l'argent. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. J'ai entendu le débat de M. Minimoro, en tant qu'opposant aujourd'hui, et je l'apprécie, c'est un de nos frères. Il avait dit, Rio Tinto avait donné combien de 50 millions de dollars, c'est pas, à notre président. Et jusqu'à présent, ça ne va pas. Où est l'argent? C'est pour ça que je dis, il faut chercher un président de conscient qui aime son peuple. Pour être opposant, il faut aimer ton peuple, il faut aimer ton pays d'abord, ton continent, avant d'être président. Il faut prendre l'exemple aux Occidentaux. Nous sommes là. Alors que tout ce qui se passe, on fuit pour venir à l'Occident. Pourquoi pas mettre l'Afrique comme c'est les Occidentaux? Aujourd'hui, nous voyons la Chine, le Japon, et qui se développent, les Malaisiens qui se développent. Alors que on dit que les Malaisiens, ils étaient comme les Guinéens. Aujourd'hui, la Malaisie est devenue l'un des pays les plus développés dans le monde. Pourquoi pas l'Afrique? Parce qu'aujourd'hui, l'Africain, comme les Américains le disent, ils sont selfish.
Ils veulent seulement s'arrêter. Ils viennent au pouvoir pour s'arrêter. Ils ne viennent pas pour l'amour du peuple. Ils viennent seulement pour aider sa famille et s'en aller. Donc moi, Taylor a détourné. Donc c'est pas la première fois, ce sera pas la première fois, il sera pas le dernier. Et moi, j'apprécie qu'on le condamne et ça donnera l'exemple aux Africains de se méfier. Donc c'est ça que j'avais à vous dire, monsieur. Voilà, je vous écoutiez monsieur Jules Fangamon, qui est panéliste attitré ici à Washington Débat. Gilles Fangamon nous répondait à partir de Washington. Washington, où il est 15h39 en heure locale, 19h39 à Gogota, nous sommes en Guinée. Alors, un autre panéliste de renom, monsieur Gata Gbemou. Monsieur Gata Gbemou vient de faire son entrée sur nos antennes, mais avant qu'on ne prenne monsieur Gbemou, permettez-moi de vous lire la réaction d'une auditrice qui est à Bukavu là-bas, dans le nord-est du Congo RDC. Voilà. Donc, vous savez, Congo, nous sommes très écoutés et du côté de la technique, nos techniciens essayent de joindre le Congo où on pourra voir en ligne Madame Chantal Faïda. Alors, voici la réaction de Benita Kaningini. Benita Kaningini écrit ceci: le processus de sanction de ces criminels est très lent. Alors, c'est ce qui me révolte, moi, en tant qu'Africaine. Alors, direction donc Greenbelt, la ville verte, la ceinture verte de Washington, où M. Gatagbemou, notre panéliste de renom, nous a rejoint. M. Gatagbemou, bonjour et bienvenue sur les antennes de Radio Guinée. Bonjour, M. George. Voilà, merci de votre fidélité à nos programmes. Le thème qui nous regroupe cet après-midi, c'est bien sûr la reconnaissance de M. Charles Taylor pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Charles Taylor, vous le savez, c'est l'ancien président libérien qui a quitté le pouvoir en 2003 pour laisser son pays aller vers la démocratie et surtout ne plus se replonger dans les violences comme ce pays frère et ami de la Guinée a connu dans le passé après 14 années de guerre civile meurtrière. Alors Charles Taylor quitte le pouvoir en 2003, il trouve refuge au Nigeria chez Obasanjo et ironie du sort, c'est au Nigeria, il sera donc d'abord arrêté, mis en résidence, placé en résidence surveillée avant d'être menotté et embarqué direction La Haye pour une détention au compte, pas de la Cour pénale internationale, mais au compte du tribunal spécial pour la Sierra Leone. Et pour des raisons de sécurité, je vous le rappelle encore, ce tribunal n'a pas siégé en Afrique de l'Ouest, mais il a été déménagé aux Pays-Bas, à La Haye, où ce tribunal siège aux côtés de la Cour pénale internationale, qui a à peu près les mêmes objectifs que le tribunal spécial pour le Libéria, pour la Sierra Leone. Alors, M. Charles Taylor est arrivé au pouvoir en 1997, après une guerre civile meurtrière, vous le savez, plus de 14 000 morts selon les Nations Unies, et on a fait le parcours de la biographie de M. Charles Taylor. Il a travaillé aux côtés de Samuel Doe et après il a émaillé à partir avec ce monsieur. Il retourne aux États-Unis à Boston où il fut arrêté pour détournement de $900,000. Alors la plainte a été déposée ici par le gouvernement de feu Samuel Doe. Charles Taylor en détention, il quitta sur des moyens que nous avons évoqués ici, selon les recherches. Charles Taylor aurait payé $30,000 à ses geôliers, co-geôliers, pour qu'on lui facilite le départ. Il retourne au Libéria via la Côte d'Ivoire, qui était devenu le pays base arrière pour son mouvement, et il lance des attaques contre le pouvoir de Doe en décembre 1989. Nous étions encore en Guinée, et voilà, la suite, vous la connaissez. Alors, monsieur Gatagbemou, en attendant que le verdict de monsieur Charles Taylor tombe le 30 mai prochain, aujourd'hui, il est reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que ce procès vous donne comme impression, monsieur Gatagbemou? Monsieur Georges, merci beaucoup. Ça, c'était une décision que, pas seulement moi, plusieurs de nos confrères attendaient à cette décision, et je pense que le point est clair maintenant. Mais il reste encore des
des ennuis dans cette décision, c'est à savoir, est-ce que Charles Taylor, durant ses parcours, il a fait seul? Est-ce qu'il a eu d'aide auprès des autres pays? Est-ce que où est-ce qu'il obtenait ses armements? Donc toutes ces analyses doivent être menées sur place. Parce qu'un criminel ne peut pas venir seul, il vient avec un groupe. Est-ce que ces groupes sont toujours à vie? Est-ce qu'ils continuent toujours à opérer clandestinement? Donc c'est des analyses approfondies que la justice et tout le monde doit se faire et faire des enquêtes sur la propos. Et en plus aussi que cette analyse de l'auditrice gabonaise, ou je pense que vous avez dit gabonaise, non? Congolaise. Congolaise. Elle est bien fondée, elle est très bien fondée. C'est quoi? Qui veut préparer le futur, prépare dès maintenant l'avenir, tu vois, non? Cela veut dire quoi? Que nous avons encore des présidents africains qui pensent que la justice n'est que pour les pauvres. Donc, cette preuve pourra aussi les raccourcir que non, voici la preuve qu'on vient de faire. La justice est pour tout le monde. Il n'y a pas ni pauvre ni riche. Donc, si tu faillis à ce que la démocratie demande, à ce que l'opinion internationale demande, c'est les conséquences que tu auras au futur. Donc, c'est une bonne décision et on est toujours à l'écoute de la finalisation de ce parcours. Très bien. Mesdames et messieurs, vous écoutiez Gata Gbemou qui est, je vous le rappelle encore, auditeur et panéliste surtout à Radio Guinée USA. Il appartient aussi à la commission d'organisation du méga dîner gala qui aura lieu le 26 mai prochain dans la région métropolitaine de Washington, ici à Washington, dans la ville de Silver Spring. Vous aurez d'amples informations sur les préparatifs de ce grand dîner gala qui, selon les organisateurs, sera le plus grand événement culturel de l'année dans la région métropolitaine de Washington. Washington où il est 15h46 en heure locale, 20h46 à Lola. Alors, Monsieur Gatagbemou, on ne va pas vous lâcher. Vous l'avez dit, vous soutenez Madame Benita Kaningini qui nous écoute à Bukavu et qui dit que les sanctions tombent lentement. Et selon vous, pourquoi depuis la mise en place, c'est une question d'ordre général, du tribunal pénal international, la CPI ou le TPI, alors ce tribunal pénal international ne poursuit que des chefs d'État africains. Nous avons aujourd'hui dans ce tribunal Monsieur Laurent Gbagbo, président ex-chef d'État ivoirien, Monsieur Jean-Pierre Bemba, ancien chef de guerre dans l'Ituri là-bas au Congo démocratique, et aujourd'hui Charles Taylor qui fait justement objet de jugement, qui a été d'ailleurs le premier. Alors, pourquoi les Européens de l'Ouest, puisque les Européens de l'Est aussi ont fait le tour là-bas, vous avez vous rappelez que Milosevic qui était président de la République serbe, a été transféré là-bas pour crimes contre l'humanité et il est décédé en détention. Alors aujourd'hui, des chefs d'État de l'Est et les chefs d'État africains ne font qu'objet de ce jugement. Pourquoi, selon vous, M. Gatagbemou? Merci beaucoup, M. Georges. Vous savez, il faut qu'on soit clair. Quand on débat, il faut que la vérité tombe. Cela veut dire quoi par là? Si vous voyez, l'Afrique, on parle de l'Amérique, on parle de la Russie, la Chine, les autres, ils ont d'intérêt en Afrique, mais pas comme l'exemple en Asie. Donc, si nous comparons l'Afrique et là, je veux parler, l'exemple, prenons Syrie par exemple. Syrie, il y a une conquête de pouvoir qui s'ancre là-bas. Je veux parler de la France qui a une opposition différente avec la Russie, une position différente avec la Chine. Qu'en Afrique, la majeure partie des occupants étaient qui? La France. Et que la France joue une partie majeure dans l'évolution et la décision des prises des actions à travers l'Afrique. Donc, le point ici n'est pas de se comprendre. Le point ici, c'est de voir est-ce qu'il y a d'autres processus, d'autres manières à ce que les Européens ne soient pas beaucoup plus
inculquée dans nos affaires internes. Est-ce que, au lieu de la RAI, est-ce qu'on peut créer une autre cour au niveau de la CEDEAO pour juger les chefs africains de membres de la CEDEAO? Est-ce qu'on doit aussi arrêter la coopération, une vache coopération avec les Français ou avec les pays vraiment inculpés dans les affaires africaines? Donc, ce sont des propositions qu'on doit s'y faire. Voilà, mesdames et messieurs, vous suiviez monsieur Gata Gbemou, je vous le rappelle encore, il est panéliste à Radio Guinée USA. On me signale du côté de la technique que nous avons le politologue guinéen en ligne de Washington qui nous suivait depuis et qui demande à intervenir. Alors, le micro va être ouvert pour le politologue guinéen. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que la personne qui va intervenir s'appelle Nima Chérif François, qui a fait ses humanités à American University ici, dans la région métropolitaine de Washington, plus précisément à Washington DC. Il est politologue guinéen et très bouillant au sein de la communauté. Alors, monsieur Nima Chérif François, bonjour et bienvenue sur Radio Guinée pour la énième fois. Apparemment, des petits problèmes techniques. Alors, monsieur Chérif François, si vous me donnez la parole, bonjour. Oui, voilà. Oui, bonjour. Je suis de retour, je m'excuse. Ah, très bien. Oui, non, c'est des soucis techniques qui émanent indépendamment de votre volonté. Alors, le thème qui nous regroupe, merci de votre fidélité à nos programmes, c'est justement le tribunal spécial pour la Sierra Leone qui a reconnu coupable le jeudi dernier M. Charles Taylor, ancien président libérian, coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Alors, qu'est-ce que tout cela vous dit en tant que politologue africain basé aux États-Unis? Merci Georges, merci surtout à tous ceux qui répondent chaque jour pour partager des opinions sur cette radio. Et en ce qui concerne la CPI, je crois que l'idée c'était la CPI devrait être une frontière où les dictateurs ou les hommes qui méprisent les lois devraient s'arrêter à ce niveau. Et je crois, dans les alinéas, il est question de protéger surtout les plus faibles. Les plus faibles, c'est-à-dire les gouvernés, pour barrer le chemin aux gouvernants qui abusent de leur pouvoir pour imposer leur volonté sur des populations faibles. Et en ce qui concerne le cas de Charles Taylor, et la question que beaucoup se posent, c'est de savoir pourquoi Taylor, qui a mené une rébellion pendant plus de 10 ans au Libéria, où nous avons connu des victimes. Moi, personnellement, j'ai perdu mon ami d'enfance, on l'a tué, parce qu'il a dit seulement « et Allah », et on a dit qu'on l'a confondu à un malinqué, le Konyanké, et il a été arrosé par les balles. Donc, il a commis plus de crimes au Libéria qu'à Sierra Leone. Et il y a un de ses généraux, je suivais un documentaire, que lui seul, il a à son compte, son actif, maîtrisé plus de 20 000 armes qu'il a pris au Libéria. Un des généraux. Bon. Où on a laissé, dans ce pays, n'a condamné jusqu'à présent, ou incriminé ou même ou appeler quelqu'un pour donner ses comptes avec ce pays dans le cas du Libéria. Alors que le Libéria a précédé la Sierra Leone. Et je vous rappelle que, entre parenthèses, Charles Taylor et Fodé Sankoh, qui a été chef rebelle au Libéria, le capitaine Fodé Sankoh, qui est mort maintenant malheureusement, les deux ont suivi les entraînements dans les camps militaires de la Libye, sous le régime, sous les yeux et sous la protection de Kadhafi, qui est lui aussi, qui venait de faire qui a fait face à une rébellion, il a perdu la vie. Donc, pourquoi faire, la question que les gens se posent, pourquoi laisser le Libéria, condamner Charles Taylor pour les crimes commis en Sierra Leone, les crimes dont, depuis que Charles a pris le pouvoir au Libéria, il ne s'est jamais rendu à Sierra Leone. Il est considéré comme complice. Cependant, il est auteur direct des crimes commis au Libéria. Et à Sierra Leone, il y a des auteurs directs des crimes commis à Sierra Leone.
Et il est d'accord avec moi que Soufou de Gabon, avant sa mort, il était nommé vice-président d'un gouvernement d'union nationale. Donc, vous voyez aujourd'hui que le monde, ça dépend de quel côté tu es. Et je veux profiter pour dénoncer quelques lacunes que la Cour m'a fait face. Donc, la femme du Congo qui venait de poser la question par rapport le temps perdu pour les procédures. J'ai suivi le procureur de la CPI une fois, quand il est venu pour donner ses comptes, pour faire un compte rendu à l'Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil de sécurité. Et il a dit, et je crois, Georges, vous êtes au courant, en tant que journaliste, surtout à l'Amérique, vous devez être au courant que les chefs d'État africains, sous le guide de l'ex-de-feu Kadhafi, ils avaient comploté pour ne pas obéir aux décisions de la Cour pénale. Mais pourquoi ils vont bloquer un système international des Nations Unies et continuer à accepter les dons et services et bienfaits des autres systèmes des Nations Unies, comme le PNUD, le Fonds monétaire, la Banque mondiale et autres programmes, comme l'UNESCO. Ils continuent à obéir ces programmes, mais le programme qui les barre le chemin pour ne pas abuser leur pouvoir vis-à-vis de la même population qui prétend servir, et ils complotent pour barrer le chemin à ce tribunal, qui est l'utile aujourd'hui, le seul utile au-dessus d'eux. Parce que, rappelle que la CPI ne vient pas arrêter un citoyen dans le pays, mais c'est quand le système judiciaire du pays fait défaut, ou manque de crédibilité, ou manque d'impartialité, que la Cour pénale internationale se saisit des dossiers. Donc, la Cour, les Africains, les chefs d'État africains veulent faire croire à la face du monde que la CPI est un outil politique de l'Occident contre eux. Mais ils oublient que l'Afrique n'est pas le seul pays tiers-monde, le seul continent tiers-monde. Il y a beaucoup de pays tiers-monde où les mêmes violences continuent à aller. Oui, généralement, il y a d'autres Africains non informés. Beaucoup à dire. Justement, vous parlez des chefs d'État africains qui avaient fait bloc au temps du colonel Kadhafi. Alors, selon vous, est-ce que c'était une façon de faire front aux décisions de cette Cour-là ou au mandat d'arrêt de cette Cour et aujourd'hui Kadhafi n'est plus? Pensez-vous que ce bloc, s'il existait ou s'il avait tenté d'exister, c'était vraiment pour contrecarrer les décisions de la Cour ou les processus menant les chefs d'État africains devant cette Cour-là, M. Chérif Nima François? Voilà, et les chefs d'État, certains chefs d'État, avec l'aide de Kadhafi et son argent, ont fait croire aux autres chefs d'État africains que la CPI était contre les présidents africains ou les autorités politiques africaines. Ce qui n'est pas vrai. Ils oublient que Milosevic, Milosevic, le président serbe, oui, il a été inculpé là-bas à La Haye, oui, il est décédé en détention, c'est bien vrai, oui. Et plus des lieutenants dans la guerre de Kosovo, des lieutenants dans la guerre de Tchèque, et beaucoup d'autres mandats d'arrêt internationaux qui circulent à la recherche des auteurs à travers le monde. Oui. Voilà. Donc, et les chefs d'État africains, ils veulent se séparer du reste du monde pour dire qu'ils sont protégés ou le tribunal est visé contre eux. Parce que je crois que c'est une mauvaise lecture, mais pas une mauvaise lecture, mais une mauvaise intention pour peinturer la Cour d'un outil politique contre eux. Et je dis, je m'inscris en faux contre ça, puisque les pays ont librement signé les accords, les conventions. Il y a d'autres pays qui ont refusé, comme le Maroc. Oui. Donc, les chefs d'État, ils ont dit de ne pas extraditer, de ne pas envoyer, quand il y a la Cour pénale, donne un mandat d'arrêt, comme le cas qui est encore en cours, c'est le président soudanais El-Béchir, de ne pas obéir. Ce qui va permettre à El-Béchir de voyager à l'Érythrée, aller au sud du Soudan sans être arrêté, aller au Kenya sans être arrêté, aller en Arabie Saoudite sans être arrêté. Vous imaginez un peu? Alors qu'il devait être arrêté dans ce territoire. Il est même allé plus loin, il est allé en Chine, M. Chérif Nima. Voilà.
Oui, donc vraiment c'est énervant. Et quand la femme dit que pourquoi ça retarde, je voulais dire seulement, ça retarde des élections retarde parce que il faut d'abord, jusqu'à nos jours, la CPI n'a pas une force d'interposition, une force de frappe pour aller à l'intérieur, se saisir d'un citoyen ou d'un criminel. Mais la Cour coopère avec l'État en question pour pouvoir mettre main sur les criminels de ce pays pour les transférer à l'AE si ces pays sont incapables de juger leurs propres criminels. C'est ma réponse. Alors, Monsieur Chérif Niman François, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suiviez Chérif Niman François, politologue africain basé ici dans la région métropolitaine de Washington. Alors, Monsieur Chérif Niman François, la dame se plaint, vous l'avez dit, le processus prend du temps, mais selon vous, pourquoi aujourd'hui des présidents au cours de leur mandat ou en fonction un mandat d'arrêt a été décerné contre eux, je veux parler du cas du Soudanais Al-Béchir, continuent de courir et comme si rien n'en était et le tribunal vraiment a du mal à mettre le grappin sur eux. Vous l'avez dit tout à l'heure que oui, le tribunal coopère avec les États. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir des ponts aériens pour barrer la route à un chef d'État dont le mandat d'arrêt a été lancé contre lui? Je vous ai dit, Al-Bashir a effectué un voyage en Chine et il se déplace en Afrique, il est allé au Tchad, par-ci, par-là, sans être inquiété. Alors, pour expliquer un peu à nos auditeurs pourquoi ce problème existe-t-il au niveau de la Cour, est-ce que la Cour n'a pas tous les moyens qu'il lui faut pour agir? C'est bien dit. Je crois pour le moment, le Conseil de sécurité en créant la Cour n'a pas pu donner tous les moyens nécessaires, notamment les moyens de police pour pouvoir bondir sur un criminel dans un espace bien donné et l'attraper. La Cour jusqu'à présent, ses moyens pour arrêter un citoyen se limitent à la coopération avec les États et les gouvernements des différents des pays membres signataires. Et si elle déchire, survole des territoires amis, les territoires qui contribuent à sa protection, il va de quoi? Ils vont pas l'arrêter. Sinon, je ne crois pas que son avion pourrait oser traverser sur le territoire aérien américain ou français. Je ne crois pas. C'est ça. Mesdames et messieurs, vous suivez Chérif Niman François, politologue guinéen, basé ici dans la région, et Washington où il est 16h en heure locale, 20h temps universel. Alors, Monsieur Niman François, restez en ligne et nous allons essayer de reprendre Monsieur Jules Fangamou. Monsieur Jules Fangamou, vous avez compris la réaction de notre auditrice à Bukavu, Madame Benita Kanyingini, qui dit qui est outrée du fait que le processus prend du temps, de sanctions prend du temps contre les chefs d'État reconnus coupables ou les criminels arrêtés et jetés en prison par la Cour pénale internationale. Quelle réaction avez-vous? Monsieur Georges, merci beaucoup. Pour moi, il faut vraiment, elle a dit que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps parce qu'il faut qu'on vérifie, on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc, comme aujourd'hui, le cas de Taylor, ça a pris beaucoup de temps. Et c'est vrai, et combien d'années il est en prison, et tout le monde le sait. Aujourd'hui, donc, il faut qu'on vérifie qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il a envoyé dans pour voir réellement s'il a été coupable pour être chef-rebelle, détourner beaucoup d'argent, ou bien pour détourner l'humanité libérienne. Donc vraiment, et c'est ça a pris du temps. Et donc moi, et réellement, en tant que le fils africain et guinéen, qui aime la démocratie, et toujours dans mes débats, j'ai toujours dit il faut que les Africains respectent la démocratie, comme aujourd'hui, je vis dans un pays démocrate. Et donc, il faut réellement, moi, je suis pour qu'on condamne les présidents dictateurs africains. Et je suis pour eux, je ne vais pas tolérer, je ne veux pas faire ça. Savoir, ils attendaient, mon ami Gata disait que, un de ses membres disait qu'il faut que
il faut qu'on vérifie qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui, quelles sont les choses. Il a parlé des choses, j'ai un peu oublié. Et je condamne, je ne suis pas pour. Et je te compte de la manière qu'il a un peu parlé. Donc, ça veut dire qu'il veut dire qu'il supporte les dictateurs africains. Donc, ouais. Voilà, merci à vous, Monsieur Jules Fangamou. Alors, nous allons essayer aussi de vous faire savoir que dans les déclarations, dans les exposés, le brillant exposé de notre politologue Nima Chérif François, il a dit que Charles Taylor est poursuivi pour avoir parrainé justement les crimes commis en Sierra Leone, alors qu'il a été beaucoup plus criminel au Libéria. Pensez-vous que Charles Taylor, au lieu d'être poursuivi pour les faits commis ou supposés commis en Sierra Leone, devrait être plutôt poursuivi pour crimes de guerre au Libéria, M. Jules Fangamou? Oui, c'est là-bas que je devrais aussi en parler. Et réellement, Taylor, c'est vrai que Nema Chérif a prononcé, c'est vrai, il a été criminel réellement dans son propre pays, la Sierra Leone. Parce que la Sierra Leone, qui supportait Taylor? Parce que dans un pays, avant que quelqu'un rentre dans ton pays pour pagayer, il faut que quelqu'un soit devant toi, devant lui. Il a fait avec qui? Donc pour la Sierra Leone, moi je peux pas. Peut-être il peut financer pour qu'on envoie la guerre au Sierra Leone, mais il a commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de crimes dans son pays que la Sierra, parce que la Sierra Leone c'est pas lui qui est, mais au Libéria c'est lui qui était le seul rebelle et c'est lui qui était devant. Et donc moi je peux dire pour la Sierra Leone ça me, je sais pas, il n'est pas seul. Il a été conduit par un Lyonnais ou par quelqu'un de son pays. Mais moi je vois. Oui. Qui était le patron du ROUF. Exactement. Donc, au Libéria, il a été victime. Moi, je peux dire, parce qu'on l'a envoyé à la CE, parce qu'il a été self-rebelle dans son propre pays, et il a commis beaucoup de crimes au Libéria. C'est ça qu'ils avaient à vous dire. Nema Chérif a raison. Jules Fangamou, panéliste à Radio Guinée USA. Alors, direction Greenbelt. Monsieur Gattagbemou, quelle réaction avez-vous? Vos propos ont été quelque peu remis en cause par votre confrère, votre panéliste, votre homologue panéliste, n'est-ce pas, Jules Fangamou? Alors, Charles Taylor poursuivi pour des crimes commis en Sierra Leone, mais pas pour les crimes commis au Libéria. Est-ce qu'un paradoxe, M. Jules Fangamou? Jules Fangamou, Bemou Gata. Pardon, M. Gilles, pardon, M. Gata Bemou, autant pour nous. Ok, pas le quoi. Monsieur Georges, je vous remercie de votre patience et de votre effort. Avant de lancer des commentaires à propos de Charles Taylor, je voudrais éclaircir mes propos, mes exposés à propos de ce que j'avais dit. Je n'ai jamais supporté, durant tous mes exposés, un dictateur en Afrique. Je ne l'ai jamais fait. J'ai été toujours du côté de la démocratie. Ça, c'est pour dire à Gilles, ça, c'est ma position. Ce que je venais de vous dire, c'est quoi? Que Charles Taylor était... Les choses qu'on doit savoir, c'est est-ce que Charles Taylor était seul? Qui l'a financé? D'où il prenait ses armements? Ses commandos, où est-on maintenant? Mais je vois ça seul à la CPI. Et c'est qu'il faut qu'on cherche à savoir d'ample qui coopérait pour que ces hommes aussi soient transférés à la CPI. C'est ça mon point. Parce que c'est seulement un individu qu'on a appris. Mais est-ce que les autres ne vont pas opérer sous cachette? On ne sait pas. Donc, dans mes efforts, je cherche toujours la solution. Le point qui est là, Charles Taylor, on ne peut pas juger le juge. Le point qui est là, le juge a donné d'amples exemples. Et puis, il a aussi laissé beaucoup de temps. C'est pour être, parce que c'est un continent qui est, que la culturalité d'un continent qui est en jeu ici. C'est pas ça, Charles Taylor représente toute l'Afrique ici. Maintenant, il doit être vraiment prudent en le jugeant. Cela veut dire quoi? Le temps, en anglais, on est temps marre. Le temps, il joue vraiment un rôle très important. Est-ce que Charles Taylor, le prosécuteur a beaucoup d'exemples
beaucoup de preuves contre Charles pour renvoyer. Est-ce que le procureur aussi a pensé à amener des preuves que Charles a les crimes qu'il a commis en Sierra Leone? Bon, le juge n'est seulement il a pour juger des faits, les preuves que vous l'apportez. Le juge ne va pas aller chercher les preuves ailleurs, il est là. Tu t'envoies les preuves, il juge en fonction de ça. Donc, ici, s'il y a quelque chose à dire, on doit, ces choses doivent, peut-être on doit changer les prosecuteurs, ou bien peut-être on doit aussi changer les fonctions ou le rôle que ces prosecuteurs jouent. C'est ça. Mais, au lieu de, le problème essentiel qui est là, pourquoi même accuser ces pays? Pourquoi? Si nous-mêmes nous pouvons regarder nos comportements, corriger nos comportements pour ne pas qu'on soit à la CPI. C'est ça. On dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de présidents africains qui sont à la CPI. Pourquoi la justice l'a fait ça à l'Afrique? C'est pas ça. Parce qu'on a un mauvais comportement. Est-ce que la démocratie joue réellement en Afrique? Est-ce que la CEDEAO joue réellement son rôle en Afrique? On ne sait pas. Et avant, la CEDEAO était inexistante pour moi. Parce que la CEDEAO jouait seulement un rôle temporaire, mais pas un rôle permanent. Je m'excuse. Exemple, au niveau du Mali, ils vont envoyer le Comore, que j'avais dit qu'il faudrait qu'ils envoient le Comore pour aussi avertir les autres pays de ne pas faire la même chose. Mais est-ce que le Comore va aller? Ça sera pour combien de temps? On ne sait pas. La Guinée-Bissau, ils veulent encore amener le Comore là. Le Comore va aller pour combien de temps? Durant la période de transition ou bien après la période de transition, on ne sait pas. Là, c'est une des mesures que nous devions revoir tous ensemble pour une démocratie complète et parfaite. Donc, si vous parlez de la CEDEAO, je m'excuse de Charles Taylor, que les crimes commis au Libéria a été envoyés seulement par les crimes commis en Sierra Leone, je vais dire que c'est le prosecuteur qui joue son rôle ici. Le juge seulement, tu amènes le sujet, tu amènes les preuves, il juge en fonction de ça. Merci. Voilà, vous écoutiez M. Gatagwemo, panéliste à Radio Guinée USA, alors qui donnait son point de vue sur tout ce qui se passe dans le cadre du procès de M. Charles Taylor. Alors, M. Gata, je ne vais pas vous lâcher. Pensez-vous que, à l'allure où vont les choses, le procès se déroule, donc, est-ce que pensez-vous que Laurent Gbagbo doit s'inquiéter sur son sort, puisqu'il est aussi à la haie? Laurent Gbagbo, selon moi, Laurent Gbagbo, c'est son cas un peu difficile et puis son cas, pour moi, il ne doit pas s'inquiéter parce que s'il doit s'inquiéter, le président en exercice de la Côte d'Ivoire aussi doit s'inquiéter parce que les enquêtes faites tout dernièrement, on avait dit que les prix enquêtes disaient que le Gbagbo et le président en exercice sont tous inculpés de crimes contre l'humanité. Donc, les deux là, je ne pense pas qu'il doit avoir un cas. S'il doit avoir un cas, ce ne sera pas seulement à son compte parce que ça va créer des brouhahas, non seulement, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique. Donc, c'est des choses que on va voir maintenant la force de la CPI. Est-ce qu'ils vont juger, ils vont faire un double jugement en faveur de Laurent Gbagbo et en faveur du président en exercice? Ou bien est-ce qu'ils vont attendre jusqu'à ce que Ouattara finisse son mandat et puis on va le rappeler? C'est des questions qu'on se pose. Bon, pour le moment, si Laurent Gbagbo s'inquiète, c'est que Ouattara aussi doit s'inquiéter. Voilà. Si Laurent Gbagbo s'inquiète, le président Ouattara doit aussi s'inquiéter. Propos du panéliste Gatagwemo qui nous répondait à partir de Greenbelt, sa ville de résidence ici, dans la région métropolitaine de Washington. Alors, nous allons essayer de prendre le politologue. Bon, je voudrais aussi rectifier un peu vos propos, M. Gatagwemo. C'est que aujourd'hui, tout ce que nous savons sur le cas ivoirien, c'est que Laurent Gbagbo a été reconnu, a été arrêté et transféré à la haie en attendant qu'il soit jugé. Mais ce que nous savons sur le terrain aussi, c'est que les FRCI et les forces fidèles au président en exercice, effectivement, ont été reconnus par les enquêteurs et les observateurs et les ONG des droits de l'homme des crimes commis dans le Grand Ouest. Vous vous rappelez que ces forces ont massacré plus de 3000 morts à Douekoué, donc Douekoué où Alassane Ouattara a effectué une visite de terrain le week-end, la semaine dernière. Alors tout cela reste à élucider. Est-ce que si les forces fidèles à Ouattara sont impliquées,
Alors, le monsieur auquel on voue donc cette fidélité, est-ce que ne sera pas inquiété? Guillaume Soro, hier, force nouvelle, dirigeant, leader des forces nouvelles, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que ce monsieur, une fois que ces forces sont impliquées, ne sera pas aussi inquiété? Tout cela reste sont des questions qui sont ici en suspens en attendant que le tribunal essaye de déclencher son opération. Alors, nous allons voir l'avis du politologue guinéen, M. Chérif Niman François. Alors, au vu de tout ce qu'on vient de dire sur M. Taylor, quelles leçons tirées pour les chefs d'État africains? Oui, d'abord, avant d'aller aux leçons, moi je dirais qu'il y a un constat que les gens doivent comprendre. Ici, il s'agit de décision d'incriminer Pierre Paul au niveau de la CPI. Et il y a un des paragraphes qui a établi la CPI indiquait clairement que la paix avant la justice. Donc, vous serez étonné de voir que dans le cas de la Côte d'Ivoire, pourquoi aussitôt Alassane Ouattara s'est précipité pour transférer Gbagbo à La Haye et maintenir les autres responsables qui sont cités, notamment les membres des forces armées républicaines de la Côte d'Ivoire. Oui. Bon, mais vous savez, je venais de dire encore une fois que la paix ensuite la justice. Donc, ça veut dire quoi? Quand il y a la paix, et surtout une paix durable, il va prendre du temps à la CPI de faire son travail correctement. C'est l'exemple qu'ils ont servi d'ailleurs pour enlever Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, pour dire si Laurent Gbagbo reste plus en Côte d'Ivoire, il n'aura pas de paix stable. Maintenant qu'il est en dehors du pays et la paix revient de plus en plus. Et donc ça va retarder le déroulement ou le transfert des autres membres incriminés par la CPI. Revenant sur le livret, je crois, un autre constat, c'est vous avez remarqué que pourquoi Taylor n'est pas suivi pour les crimes commis au Libéria? Parce que si vous voyez, pour ceux qui lisent tous les documents sur le Libéria, vous allez vous rendre compte que l'actuelle présidente Shirley Johnson était l'une des femmes ou l'un des supporters de Charles Taylor pendant la rébellion. Était une des femmes qui provoyait l'argent à Charles Taylor. Et vous avez remarqué que un des présidents du Sénat, un sénateur Johnson, Prince Johnson, qui a été un général de la guerre pendant, et lui aussi, il est au Libéria, il occupe les fonctions de sénateur et il était même devenu troisième pendant les dernières élections présidentielles. Vous savez, donc, et comme cela permet au moins de maintenir une stabilité durable, garantir une paix durable au Libéria, alors la CPI généralement prend frein pour aller intervenir pour ne pas créer des problèmes. Ça, c'est l'avis de la Cour. Mais j'ai écouté le procureur de la CPI, comment il s'appelle, Ocampo, quoi? Louis Ocampo. De Ocampo. Lui, il a dit clairement que quel que soit le temps que ça va prendre, quand un crime est commis, et les victimes, les traces, on ne peut pas les effacer. On peut reconsidérer les victimes avec les auteurs, mais les traces seront toujours là. Et le tribunal sera là, pour persécuter les auteurs de ces crimes. Ça veut dire quoi? Quand on est chef d'État, ça c'est un message au chef d'État africain. Rien ne sert à massacrer des populations civiles qui n'ont pas d'armes. Rien ne sert à prendre des armes contre des gens qui n'ont pas d'armes. Ils sont là pour exprimer leur opinion sur la façon dont leur destin est géré aujourd'hui. Donc, vous allez prouver les crimes aujourd'hui, vous vous retrouvez à des positions fortes, vous êtes président de la République, président de l'Assemblée nationale, vous êtes sénateur ou député ou membre du Parlement dans votre pays, on ne peut pas vous arrêter. Mais sachez qu'un jour, vous allez quitter ce poste, vous et vos complices, vous serez arrêtés et transférés un jour, puisqu'il n'y a pas de limite pour la poursuite. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, vous suiviez le politologue guinéen, M. Chérif Niman François.
Et je voudrais aussi vous rappeler que M. Charles Taylor, dans le procès suit son cours normal à La Haye, donc accusé de crimes, a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Il sera donc situé sur son sort le 30 mai prochain. En attendant, M. Charles Taylor a 2 semaines, une fois qu'il sera situé sur tous les faits à lui reprocher, il a 2 semaines pour interjeter appel. Donc, ces crimes peuvent être balayés du revers de la main par ses avocats si son appel est accepté. Dans ce cas, la Cour ordonnera de nouvelles instructions, de nouvelles recherches pour de nouveaux procès. Alors, M. Charles Taylor, une fois qu'il sera donc condamné, si toutefois il est condamné, le Royaume-Uni, je voulais dire la Grande-Bretagne, s'apprête à l'accueillir pour purger sa peine dans ce pays. Alors, nous allons essayer de voir aussi l'avis de cet autre panéliste. M. Gilles Fangamon, quelle leçon faut-il tirer de ce procès de M. Charles Taylor pour les chefs d'État africains surtout? Allô, M. Gilles Fangamon, apparemment de petits problèmes techniques. Alors, mesdames et messieurs, le dernier virage de notre émission d'aujourd'hui, c'est bien la dot. Vous le savez, la dot, c'est cette pratique exercée dans les communautés africaines pour permettre à un monsieur ou à une dame d'avoir un mari. Alors, la dot dans les communautés africaines, alors nous allons vous proposer quelques notes tirées des recherches menées par une africaine, Madame Akouahaha Anani Isabelle. Alors, elle a fait ses recherches en 2008 dans l'Institut pour les droits de l'homme, l'Institut du Danemark chargé, l'Institut danois donc chargé des droits de l'homme. Alors, elle dit ceci, la dot dans le cours des personnes et de la famille des pays d'Afrique occidentale, cas du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, y compris le Togo, son pays. Alors, la dot dans le code des personnes et de la famille des pays d'Afrique occidentale, francophone, cas du Bénin, étude du cas de Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Togo, Isabelle Akouahaha Anani. Alors, dans son introduction, Madame Isabelle dit ceci. Dans les sociétés africaines, par exemple chez les Agni de Côte d'Ivoire, le lien matrimonial est scellé par étapes en suivant une procédure traditionnelle qui présente comme suit. Un premier constat avec les parents de la jeune fille ou de la femme coco frappée à la porte des parents. Alors, grande bouteille de guine, vous vous rappelez, cette guine c'est sa boisson, c'est cette liqueur qui est très prisée en Afrique de l'Ouest, et plus la somme de 8 000 francs CFA. Deuxième élément, demande de main de la jeune fille assise ou Annie. Et on demande aussi à cette occasion, le monsieur paye la somme de 12 000 francs CFA. Mariage proprement dit, grande bouteille de guine plus 24 000 francs CFA, et part des beaux-parents, sel plus boisson, 2 000 francs CFA, tabac, 6 000 francs CFA. Don spécifique à la belle famille, 24 000 francs CFA. Part du notable président la cérémonie, une bouteille de guine, plus 3 000 francs CFA. Ah, ça c'est pas petit. Part du père qui ne prend pas l'alcool, 4 bouteilles de limonade. Alors, cette façon spécifique d'unir les époux est répandue en Afrique et se fait par l'intermédiaire de la dot. Elle est le plus souvent désignée sous le vocable de mariage traditionnel ou de mariage coutumier. Avec l'évolution qu'ont connue les sociétés africaines, ce mariage traditionnel et une de ses composantes principales, la dot, ont-ils encore leur raison d'être? Ah, voilà la question que nous nous sommes posée. Alors, nous allons essayer de voir l'avis du politologue guinéen. Monsieur Chérif Nima François, ce sujet nous a été proposé par une de nos auditrices à Lubumbashi, là-bas dans le Katanga. Alors, vous savez, Lubumbashi, c'est cette grande ville du Congo où est issu le président Kabila. Alors, l'auteur de cette proposition s'appelle mademoiselle Rosine Zagabé. Rosine Zagabé nous dit pourquoi la dot aujourd'hui était devenue une marchandise. Alors, pourquoi l'argent est beaucoup plus impliqué dans la dot
Alors, vous qui êtes politologue, comment vous pouvez analyser un peu ce fait sociologique qui est pratiqué en Guinée, partout en Afrique de l'Ouest et évidemment en Afrique centrale, M. Chérif Nima François? Oui, merci de la question intéressante. Pour la première fois, on parle de la culture sur le plan caractère continental. Je voulais dire que c'est tout à fait normal, puisque l'évolution va avec tous les aspects de la vie. Aujourd'hui, personne ne peut me garantir que le pic que tu achetais à 5 francs dans les années 70, aujourd'hui, le pic coûte la même chose. C'est vrai que dans les années de 2 $, 3 $. Donc, l'évolution doit se sentir à tous les niveaux. La côte africaine, généralement, traditionnellement composée des biens ou des choses que les parents de la femme pouvaient demander aux parents, aux fiancés, aux nouveaux fiancés ou aux futurs fiancés, c'était par rapport à ce que l'autre pouvait gagner. Ce que vous pouvez demander à un commerçant, on ne peut pas demander les mêmes choses à un laboureur ou à un forgeron. À chacun dans la société à son niveau d'épanouissement, son niveau d'évolution. Et c'est par rapport à son niveau, ton statut dans la communauté, on te demande ce que tu dois apporter. Et moi, je me dis que c'est tout à fait normal. Si aujourd'hui, nous n'avons plus le système de taux en Afrique, c'est le papier argent, le papier monnaie qui est là comme moyen d'échange et qui est la façon la plus rapide d'acquérir quoi que ce soit. Et je me dis, si nous allons du poisson, du gibier, des bétails, des moutons ou des coqs à demander le papier monnaie, moi je me dis, par rapport à l'évolution, moi je n'ai pas d'objection par rapport à cela. Et c'est pour faciliter, c'est pour aussi, comme aujourd'hui les dimensions familiales, les familles sont grandes, on participe de plus en plus à des larges familles. Et quand la dot est donnée, il y a les oncles, les tantes, les neveux, et l'argent facilite le partage à l'interne. Cependant que vous avez un coq ou une vache ou 3 pailles, comment vous voulez partager 3 pailles entre la maman, les 3 tantes ou les 4 tantes, c'est difficile. Donc je crois qu'ils sont en train de moderniser en amenant les demandes sous forme pécuniaire ou l'argent monnaie qui est là, et ça se partage, chacun 100 francs, 200 francs, 300 francs, et ainsi, chacun qui est après la fête satisfait de son côté. Moi, je me dis, ça arrive, c'est selon l'évolution de notre société. Donc, il faut répondre à l'évolution. Le constat que je voulais faire au niveau des cultures africaines ou des coutumes, c'est pas positif, c'est pas écrit. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de limite. On ne dit pas quand vous allez au Sénégal. Et au Sénégal, si vous voulez doter une femme sérère ou wolof, voilà ce que vous allez présenter, c'est écrit dans le livre. Et c'est connu, tout le monde sait. On l'universalise sur le site internet, sur l'information, les émissions radio, que ce soit connu. Donc, un peu, c'est comme on a rendu le droit positif, je voudrais qu'on rende tous les autres aspects de la vie africaine est positif. On peut rendre la culture positive en mettant tout sur les lois. Quand je veux aller à Haute-Guinée, en Guinée là-bas, pour épouser une femme malinquier, il faudrait que je sache à l'avance qu'est-ce que je dois apporter. Justement, M. Chérif Nima François, votre exposé est très intéressant, mais tel n'est pas le cas malheureusement en Afrique, puisque, comme vous l'avez dit, je crois, dans votre exposé au début, on fixe un peu la dot selon la tête du client, n'est-ce pas? Parce que si vous débarquez aujourd'hui à Ziguinchor là-bas ou à Joal, au pays sérère, pour épouser une femme sérère, mais bon Dieu de bon sang, on vous demandera des billets verts, c'est-à-dire le dollar, alors que si vous étiez un paysan sénégalais vivant dans la même ville de Joal, la ville où est né Léopold Sédar Senghor, premier président sénégalais, alors le verbe se conjuguerait autrement, n'est-ce pas, M. Chérif Nima François? Mais tout à fait, je l'ai dit dans mon exposé, en introduction même, et je peux vous dire quoi, même le droit positif, quand un riche vole un coq et un pauvre vole un coq,
la sanction, si on peut jeter les cailloux sur le pauvre dans le village, le casser, l'insulter et tout, mais vous croyez qu'on va sanctionner le riche de la même manière? Non. Même si dans les pays hautement développés, le droit est positif et renforcé, mais malgré tout ça, il y a les portes de sortie pour ceux qui ont les moyens, qui ont plus. Donc, sur le plan culturel, je crois que ça pourrait être même fait pour la dot. C'est-à-dire, vous mettez la base universelle pour tout le monde. Mais le diamantaire qui vient épouser une femme serrée là-bas au Sénégal, mais lui, en venant, il vient dans les 4x4. Il vient avec plus de 30 personnes qui l'accompagnent. Je crois que même sa gourde qui va déposer sera différent par rapport au pêcheur de Mbour qui va envoyer. Voilà. Merci. Voilà. Ce qui est bien dit, donc, vous faites un plaidoyer pour le code de la famille afin que la dot soit codifiée. Merci beaucoup de vos propos, monsieur Chérif Dima François. Direction Washington, nous restons plutôt à Washington. Monsieur Jules Fangamou, vous avez compris, le sujet, il est social. Alors, la dot au pays Konon, qu'est-ce que ça vous dit? Ouais. Merci, monsieur Georges. Je venais d'écouter Nema Chérif, il s'est bien expliqué, et c'est vrai. Dans chaque pays africain, on a notre tradition. Oui. Comme je prends l'exemple toujours en Guinée, c'est moi en Guinée. Oui. Les Malinqués, ils ont leurs traditions, les Soussous, les forestiers. Les forestiers, il y a des différentes traditions. On a les mêmes traditions. Je ne sais pas c'est les Kissiens, mais je connais un peu c'est les Konos. Chez nous, c'est les Konos, avant de se marier, c'est très facile, c'est les Konos, nos traditions. C'est des noix de cola et le vin blanc que vous connaissez vous tous, et je pense que d'autres Africains qui écoutent au Congo partout, ils le connaissent. Donc, c'est très simple. En Afrique, nous les connaissons. Mais, par exemple, j'ai pris l'exemple aujourd'hui, c'est les Camerounais. Oui. Avant de te donner ta femme, et il faut beaucoup souffrir. Et tu dépenses beaucoup. Et d'autres pays encore, avant de donner une femme, il faut tuer une vache. Donc, je ne peux pas tellement rentrer dedans, il y a beaucoup de traditions. Oui. Ouais, donc c'est ça que j'avais à vous dire. Je pense que M. Chérif a tout dit maintenant. Alors, vous pensez que, M. Jules, vous pensez qu'il est toujours important que la dot soit pratiquée au cours des mariages? Oui, c'est très... Oui, allez-y, vous avez le micro. Oui, je peux dire, le mariage, aujourd'hui, on peut dire de nos jours, le monde évolue. Donc, le mariage traditionnel de chez nous n'est pas tellement respecté maintenant, comme on le pensait avant, comme on le faisait avant. Et je pense que, par exemple, chez moi, je me suis marié sans aller devant la mairie, vous voyez. Je me suis marié traditionnellement. Donc vous avec avez les noix de coula. C'est ça la dot. La dot, c'est le mariage coutumier, par endroit ou le mariage traditionnel. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Je vous disais que le monde a changé. Est-ce que vous défendez et protégez ce système de mariage? Est-ce qu'une fois que vous faites la dot, vous payez la dot, vous êtes marié légalement, vous êtes reconnu par la famille, le village que vous êtes marié, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, bien sûr. C'est de nos jours de garder cette coutume. Oh, de nos jours, c'est pour cela que je dis le coutume n'est pas respecté parce que le monde a évolué. Donc, aujourd'hui, tu peux te marier traditionnellement et d'autres disent, va à l'église, tu vas te marier devant la mairie, devant le prêtre, tu vois, religieux. Oui, donc, oui, chez nous en forêt, par exemple, tu te maries et avec les noix de coula, avec le vin blanc, ça finit, vous êtes marié, vous êtes reconnu publiquement. C'est ça. Ouais. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des améliorations qu'il faut apporter ici à ce système de mariage coutumier, M. Jules Fangamou? Oh, pour le moment, pour moi et mon avis, nous les Africains qui sommes là, je conseille vraiment, il faut qu'on applique notre tradition. Parce que si les Américains fêtent Thanksgiving, ça veut dire respecter leurs coutumes. Donc nous aussi, il faut qu'on pratique, on respecte notre coutume.
Mais voilà, M. Gilles Fangamou, je vous rappelle encore que c'est vrai, c'est un thème qui a été proposé par notre auditrice qui s'appelle Rosine Zagabé. Rosine Zagabé qui vit à Bukavu. Elle étudie à l'université de Goma et elle vit à Bukavu. C'est dans le grand nord-est du Congo, alors, ou la région des Grands Lacs. Alors, Rosine dit pourquoi les jeunes de nos jours... pourquoi la dot est devenue une marchandise? Alors, pensez-vous qu'effectivement la dot est devenue une marchandise ou tout simplement c'est le fait que nous ayons évolué, que la vie ait évolué, que l'argent intervient beaucoup plus dans la dot, Monsieur Gilles Fangamou? ouais, monsieur Georges, ouais, merci quand même. Je pense que ouais, c'est vrai, et le monde a beaucoup évolué, et donc j'aimerais dire aussi, d'autres se marient à cause, je ne sais pas s'il y a l'amour, mais l'argent compte beaucoup dans le mariage à l'ère actuelle qu'avant. Très bien. L'argent contribue au mariage actuellement qu'avant. C'est propos signé Jules Fangamou. Directement, un dernier mot du côté du politologue guinéen. Alors, quelle conclusion, monsieur Chérif Nima François, vous qui êtes politologue africain, toute l'Afrique nous écoute, et je vous rappelle que ce sujet a été proposé par mademoiselle Rosine Zagabé. Elle est étudiante à l'université de Bukavu dans les Grands Lacs au nord-est du Congo, Congo démocratique, pays de Kabila. Alors, quelle conclusion tirez-vous de ce grand thème d'aujourd'hui? Voilà, et merci. Je commencerai par dire, par rapport à adresser la question, et quand elle demandait pourquoi aujourd'hui l'argent contribue beaucoup, ou la dot est devenue une marchandise, moi je me dis non, la dot n'est pas devenue une marchandise. La dot, traditionnellement, avant l'arrivée de la période pré-coloniale, c'était la seule forme de mariage en Afrique. D'ailleurs, même pas en Afrique, dans toutes les sociétés traditionnelles, avant l'Europe, excepté l'Europe. Moi, je ne peux pas aller dans les périodes antiques, pendant l'Europe, mais quand même en Afrique, avant la période coloniale, la dot était le mariage. Puisque il y avait d'autres événements qui précédaient la dot. Il y avait d'abord, le fiancé d'abord devait prendre connaissance de la future femme. Ensuite, envoyer à travers une tente, ça varie de coutume en coutume, envoyer à travers une tente ou un oncle se présenter. Ensuite, le garçon commence à présenter la belle famille, la future belle famille. Et ensuite, il y a d'abord un premier contact qu'on appelle l'introduction. Le monsieur vient avec la tante ou l'oncle pour dire je vous compte et je suis venu vous dire bonsoir. Et ensuite, maintenant, c'est connu de tout le monde, à travers un complice, on fixe une date pour la dot qui devient la date officielle du mariage. Ça, c'était comme ça. Nous, c'est pas de notre fierté de nous débarrasser de nos cultures. C'est vrai, l'argent influence, mais la dot aujourd'hui, mais c'est selon les moyens, ton statut dans la société. Et dites-moi, le contraire, quel est l'aspect de la vie aujourd'hui que l'argent n'influence pas? Quel est l'aspect, qu'il soit politique, sur tous les aspects, même le mode vestimentaire. Donc, je voulais dire que la dot, nous devons la préserver, mais les méthodes, le processus doit être positif, ça doit être écrit et connu tout le monde. Nous devons moderniser et aller de l'avant avec, mais nous ne devons pas nous débarrasser. Et nous devons pour nous, Africains, nous devons conduire la dot comme le mariage. Puisque aujourd'hui, le droit positif a voulu que après la dot, vous devez aller à la mairie, à l'état civil, signer un papier qui garantit que la loi reconnaît que vous êtes marié. Mais ça, c'est venu avec le droit positif. Mais chez nous, nos mariages dans le temps, ou même dans certains villages aujourd'hui, la plupart des mariages ne sont pas signés à l'état civil, mais sont toujours reconnus valables. Voilà, même le droit coutumier existe dans certains pays africains. Vous en connaissez beaucoup. Voilà. Donc, nous devons voilà, la leçon à tirer pour conclure, la leçon à tirer, c'est de renforcer la dot et de la respecter, de la considérer comme une partie de notre culture, donc un patrimoine culturel à conserver. Voilà.
Un patrimoine à conserver, propos signé Chérif Nima François. Chérif Nima François qui est politologue guinéen. Aujourd'hui, le politologue s'est mué en sociologue, chose que nous apprécions et que les auditeurs de Radio Guinée apprécient énormément. C'est sous son note d'espoir que nous allons mettre fin à cette émission. Mais avant de mettre fin, je voudrais vous lire la conclusion des recherches menées par Mme Isabelle. Elle dit dans sa conclusion, la pratique de la dot dans les sociétés contemporaines africaines suscite des débats au regard des droits de l'homme. À travers la première partie de cette étude, la dot est perçue comme une pratique traditionnelle qui suscite le plus de polémiques quant à ses aspects, ses interprétations et ses rôles, qu'elles soient en nature par prestation de services ou en espèces, qu'elles soient considérées comme prix d'achat de la femme, compensation matrimoniale ou facteur de stabilité du mariage, ou encore qu'elles jouent le rôle de preuve ou de légitimité des enfants, elles font l'objet de conceptions et d'approches différentes par rapport aux auteurs, à leur discipline et à leur période. Cette diversité est l'une des raisons des différentes positions adoptées par les législateurs ouest-africains. La deuxième partie de l'étude appréhende le comportement de ces législateurs face à la pratique de la dot. Les uns l'ont purement et simplement supprimée sous peine, sous peine donc de sanctions ou non. Les autres l'ont consacré, voire toléré. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission, la 69e de Washington Débat. Nous avons eu du plaisir à vous servir et vous avez eu du plaisir à nous écouter. Merci à vous, merci à tous ceux qui sont intervenus dans ce débat. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres débats et n'oubliez pas de vous rabattre sur Radio Guinée USA pour écouter ce grand débat. www.rgusa.net. Le politologue a fait un plaidoyer pour la dot africaine et il a dit qu'il faut préserver la dot. J'espère que les coutumiers africains et les législateurs africains écouteront ce message. Merci à vous et bonne soirée chez vous.